formation et de la biographie. DIFAOP, pardon, Centre d'action régional pour le développement rural des départements des eaux et forêts. De 2021 à 2022, c'est un expert pour le cadre harmonisé, donc suivi sécurité alimentaire nutritionnelle dans l'évaluation de l'impact du COVID. Et ça, c'est au niveau du centre régional Agrimet, CRA, couplé avec le CILS, qui est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Alors, de 2018 à ce jour, il est collaborateur du programme alimentaire mondial sur divers sujets, notamment la participation au processus d'élaboration du projet Bion-Croton, la participation à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'approvisionnement des cantines scolaires, également la participation à l'organisation de l'enquête portant sur l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire nutritionnelle des systèmes alimentaires, AGV-SAN-SA. Voilà, c'est un peu ainsi qu'on peut résumer son profil. Et en termes d'expertise, donc si vous avez des besoins d'expertise, il a une formation niveau 2 depuis octobre 2021 sur l'outil cadre harmonisé. C'est vraiment la bonne personne qu'il fallait pour nous faire cette présentation-là. Et il a également une maîtrise du modèle SARA, H et O, des simulations de croissance des cultures. Il a été formé à Niamey. Et il a également une expertise en méthodologie de calcul des bilans alimentaires. Donc, Monsieur Dédé Dominique, notre orateur d'aujourd'hui, voilà un peu brièvement présenter son profil. Et sans plus tarder, on va lui laisser la parole pour qu'il délivre son message. Mais peut-être avant qu'il ne commence, je voudrais simplement prier ceux qui ont leur micro ouverts de bien vouloir les fermer et de fermer également les vidéos parce que souvent ça complique la communication. Je voudrais aussi humblement présenter mes excuses si entre-temps je ne serai pas proche de l'appareil parce qu'il doit rattraper une réunion vers 15h, mais je suppose qu'avant ça on aurait déjà fini. Parce que souvent les sessions durent entre 1h30 et 2h30. Je crois qu'on pourrait être dans les délais. Alors, si vous le permettez, nous allons donc démarrer. S'il y a des questions, veuillez lever la main. Je vais le voir au niveau de l'écran. On va donner la parole, mais ça, ce sera lorsqu'on va lancer le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, docteur. Docteur, oui, je voudrais informer du pré-test, du lien du pré-test qui est déjà mis dans le chat. Vous voudriez insister dessus? OK, merci beaucoup. OK, voilà. De coutume, on a l'habitude de demander aux participants de remplir un pré-test. Allez juste dans le chat, la partie discussion de l'écran là. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Il y a 5 petites questions. Répondez à ces questions-là. Ça prend à peine 45 secondes pendant que M. Dédé est en train de démarrer la présentation. On va faire le même exercice à la fin. Ça nous permet de voir tout de suite l'extrait, c'est-à-dire le output qu'on a tiré de cette présentation qui vous a été proposée. Merci beaucoup pour votre compréhension et pour votre application. Alors, mon cher Dominique, tu as la parole. OK. Merci beaucoup, docteur Guy. Bonjour, chers participants, chers invités, chers collègues de la société civile. C'est un honneur pour nous, pour le MAEP et particulièrement pour la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire, de partager avec vous cet outil important qui a été implémenté au niveau de notre sous-région ouest-africaine et aussi au niveau du Sahel il y a de cela quelques années. Et notre collaboration avec M. Guy a été vraiment et est toujours fructueuse. Donc, c'est ça qui nous permet de partager cette connaissance avec vous. Je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas d'une formation en tant que telle. Disons, c'est une présentation sommaire de l'outil parce que pour suivre une formation sur le cadre harmonisé, il vous faut entre 1 semaine et 2 semaines. 2 semaines pour une formation complète, 1 semaine pour une formation partielle. Donc, vous convenez avec moi qu'en 1h, 1h30, on ne peut pas faire une formation, mais on va vous donner quand même l'essentiel sur l'outil et aussi présenter les résultats de l'analyse de mars passé. Donc, ceci étant, je m'en vais commencer la présentation.
Alors, la présentation va suivre ce plan. On aura d'abord une brève présentation de la cellule, parce que tout le monde ne connaît pas la cellule. Et puis, nous allons faire un focus sur ce que nous entendons par système d'alerte précoce. Et en 3, on fait, disons, un aperçu sur le cadre harmonisé, en tout cas, des différents éléments qu'il faut connaître. Et en 4, nous allons vous présenter les résultats de mars 2022, les résultats de la dernière analyse. Et en 5, puisque nous sommes désormais des partenaires, nous allons vous présenter les besoins pour que ce dispositif puisse bien fonctionner. Alors, en termes de présentation de la cellule CT-SAXA, par définition, c'est la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire. Donc, c'est une cellule qui a été, disons, créée suite à la liquidation de l'ES-ONASA, de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, que vous connaissez très bien. Donc, c'est suite à la liquidation de cet office qu'il a été jugé utile, suite à la demande des partenaires, de créer cette cellule afin de reprendre les fonctions résiduelles de l'ONASA, telles que les fonctions d'alerte précoce et les fonctions de veille. Donc, cette cellule a été créée pas un décret, excusez-moi, ce n'est pas un arrêté que ça a été créé depuis 2017 et a été logé, disons, sous le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Alors, quelle est la mission de cette cellule? Retenez simplement que cette mission, ça rime à la définition de la sécurité alimentaire. Donc, la mission, c'est de contribuer à garantir la sécurité alimentaire à tous, à tout moment et en tout lieu au Bénin. Donc, c'est un peu ce que l'ES-ONASA faisait. Donc, la cellule a repris un peu, disons, les attributions de cet office qui avait été liquidé entre-temps. Alors, de façon spécifique, qu'est-ce que la cellule fait? Et la cellule, je vais vous donner quelques attributions de la cellule. Les attributions ne sont pas exhaustives et je ne peux pas tout présenter. Mais permettez-moi de vous dire que la cellule suit l'évolution de la production et domestique et évaluer les perspectives. En termes simples, c'est que la cellule suit le déroulement de la campagne agricole. Depuis, disons, le début de la campagne jusqu'à la fin, ce qui lui permet d'évaluer, disons, les disponibilités en produits alimentaires et de faire des projections sur les perspectives pour l'année qui suit, c'est-à-dire l'année N+1. Cette cellule aussi suit un système d'information sur les marchés et qui permet de suivre un peu les prix et les flux des différents produits au niveau de nos marchés. Actuellement, la cellule suit 65 marchés, dont 50 marchés agricoles et 15 marchés à bétail. Donc, pour un total de 65 marchés que la cellule suit à travers son système d'information sur les marchés et qui permet quand même de renseigner beaucoup d'informations, notamment sur les prix, surtout en cette période où les prix ne font que grimper. Et si vous venez à la cellule, vous voulez les prix des denrées de base, je crois que la cellule est en mesure de vous donner ces prix-là, de donner aussi les tendances par rapport aux prévisions pour les mois à venir. Alors, la cellule aussi a pour rôle de conseiller le gouvernement dans la formulation et la mise en œuvre de la politique des stratégies de sécurité alimentaire, ce qui va de soi, puisque la fonction première de la cellule, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Et le bras opérationnel du gouvernement en matière de conseil et en matière de prévention ou de gestion des crises alimentaires, c'est la cellule qui assure ça. Alors, la cellule aussi identifie et analyse les zones à risque et les populations en insécurité alimentaire à travers l'outil justement qui nous réunit aujourd'hui, à travers l'outil cadre harmonisé. Ça nous permet de faire une cartographie de l'insécurité alimentaire au plan national pendant les 2 périodes projetées et puis la période courante. Alors, je l'ai déjà dit, ça permet d'alerter le gouvernement à travers un tableau de bord que nous tenons, qui contient beaucoup d'indicateurs, comme vous le savez, en matière de sécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'indicateurs que nous suivons et on voit un peu l'évolution de ces indicateurs dans le temps pour voir est-ce que éventuellement il y a des risques de survenance, de choc, ou bien de pénurie alimentaire, ou bien de crise alimentaire, afin de pouvoir donner l'alerte, c'est le rôle, et permettre au gouvernement de prendre des mesures idoines, d'anticiper sur ces mesures-là afin que ces situations ne se présentent pas.
Alors, la cellule contribue également aux réflexions sur la problématique de la résilience. Il y a une unité au sein de la cellule qui s'occupe des questions de résilience pour que, par rapport à nos populations qui font face à des chocs récurrents, connaissez le nord du pays qui fait face à des inondations, même la partie méridionale, vous allez dans la zone du Mono, des communes d'Atier, mais qui font régulièrement face à des problèmes d'inondation. Les problèmes de sécheresse aussi auxquels nous faisons face. La campagne passée, on l'a évalué et il y a de cela quelques 2 semaines, on a remarqué qu'effectivement, la région méridionale était confrontée l'année passée, la campagne 2021-2022, à des pôles de sécheresse qui ont fait que, au niveau de la partie méridionale, on n'a pas eu, disons, les productions attendues. Donc, toutes ces informations sont analysées, capitalisées par la cellule qui lui permet de faire, disons, des propositions de recommandations pour des actions idoines dans ce sens. Alors, je vous présente de façon schématique, de façon très simple, disons, l'organigramme de la cellule. C'est un organigramme très simple, puisque, comme on l'a dit, c'est une cellule. Ce n'est pas une grosse structure, mais ce qu'elle fait, ça dépasse parfois ce que d'autres directions techniques du ministère de l'Agriculture, même d'autres ministères sectoriels font. Alors, la cellule est composée de trois services que nous appelons unités. Et vous avez le premier, c'est l'unité des marchés et de suivi des flux des produits agricoles. Et c'est ce service-là qui héberge le système d'information sur les marchés. Donc, c'est cette unité qui suit tout ce qui est produits agricoles et le flux des animaux au niveau des marchés à bétail et le prix, et qui régulièrement produit un bulletin. Peut-être si on a le temps, je pourrais vous projeter ce bulletin-là qui produit régulièrement tous les mois un bulletin d'information sur les marchés qui vous renseigne sur tout ce qui s'est passé au niveau des marchés suivis au cours du mois. Vous avez la deuxième unité, celle qui est au centre, qu'on appelle unité de suivi de la vulnérabilité de l'alerte précoce. C'est cette unité-là qui héberge le SAP, le système d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire. Et c'est cette unité qui fait les analyses avec le cadre harmonisé et d'autres outils implémentés au niveau de notre pays, tels que le MVAM, tels que le bilan alimentaire, ainsi de suite, qui sont des outils qui permettent d'anticiper sur les risques de pénurie ou bien de crise alimentaire. Vous avez la dernière unité, celle qui est à droite, qu'on appelle unité des programmes, des mesures de résilience. Donc, cette unité est chargée, disons, de recenser tout ce qui est choc au niveau de tous les départements, de toutes les communes, et de proposer des mesures pour pouvoir permettre aux populations d'être résilients par rapport à ces chocs-là. Et même ceux, ou bien ces populations qui sont tombées, disons, dans l'insécurité alimentaire, de leur apporter des solutions. C'est pourquoi cette unité collabore avec les structures en charge des œuvres humanitaires, telles que le PAM et consorts, pour pouvoir coordonner ce que nous appelons un plan de réponse. Et quand la situation est déjà à laquelle il faut apporter une réponse. Donc, la réponse est facilitée à travers cette unité-là. C'est vrai, la cellule elle-même n'apporte pas la réponse puisque nous n'avons pas les moyens pour ça, mais nous coordonnons, disons, la réponse et on facilite la mise en œuvre de ces réponses par rapport aux populations affectées par l'insécurité alimentaire. Alors, en grand 2, nous allons vous parler spécifiquement du système d'alerte précoce, puisque c'est ce système-là qui implémente l'outil cadre harmonisé et qui le met en œuvre 2 fois par an. Donc, c'est ça qui nous réunit. Donc, c'est la substance même de notre rencontre. Alors, le système d'alerte précoce, comme vous le voyez dans ce qui est sous forme d'étoile là, est hébergé par l'unité de suivi de la vulnérabilité de l'alerte précoce. Donc, ce système d'alerte qu'on a appelé SAP, de façon, en tout cas, de façon simple, le SAP, comme tout le monde connaît le SAP, sa mission première, c'est de collecter les informations, les traiter, les analyser, les archiver pour donner des tendances en matière de sécurité alimentaire ou bien en matière de risque de survenance de crise ou de catastrophe. Et cela lui permet de prévenir
ou bien de détecter à temps les signaux, disons, et annonciateurs d'une situation qui pourrait conduire à l'insécurité alimentaire. Donc, nous avons au niveau de ce système d'alerte précoce disons, deux maîtres mots, c'est d'alerter et d'alerter comment? D'alerter à temps. Donc, l'alerte doit être précoce. Donc, quand on dit système d'alerte précoce, c'est-à-dire pour pouvoir éviter la situation. Donc, ça doit être précoce. Donc, il faut le dire à temps pour pouvoir permettre aux gouvernants mais aux autorités de prendre des mesures idoines afin que la situation ne se produise pas, mais la situation n'arrive pas. Et ça concerne plusieurs secteurs, hein, ça, au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, au niveau des aspects socio-économiques, etc. Donc, c'est vraiment une gamme d'informations que ce système d'alerte précoce collecte afin de pouvoir, disons, faire des analyses et prévenir, disons, les crises alimentaires ou bien pénuries alimentaires. Alors, je vous montre un peu comment c'est structuré de façon schématique. Hein. Vous allez voir, le schéma présente, je ne sais pas si je suis en mode diapo. Hein. Je suis en mode diapo. Allô? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que je suis en mode diapo? Mais ça, je ne suis pas en mode diapo. Non, tu peux agrandir encore. Vas-y. Oui, okay, oui, voilà. Là, oui. Voilà. Je n'étais pas en mode diapo. Voilà. Donc, le système d'alerte précoce, tel que le schéma nous présente, est hébergé par la cellule, la CT-SACSA, qui lui-même dépend, en tout cas du point de vue institutionnel, dépend du secrétariat général de notre ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Vous allez voir que ce système d'alerte précoce collabore avec une panoplie de structures. Vous avez à votre droite tout ce qui est structure dépendant du ministère de l'Agriculture. Vous avez le cabinet du ministre, les autres ministères sectoriels, tels que on collabore avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère en charge de l'eau, le ministère en charge, disons, du cadre de vie. En tout cas, pratiquement tous les ministères. Et vous avez aussi d'autres agences au niveau de notre ministère avec lesquelles nous collaborons, pratiquement toutes les structures de direction technique, que ce soit l'INRAB, la BSSA, ou bien les directions techniques thématiques, telles que la direction de la position digitale, etc. Nous collaborons avec tous ces gens-là. Nous collaborons aussi avec le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation de la nutrition, le SPCAN, qui est, disons, la structure au plan national qui est chargée de coordonner toutes les interventions en matière d'alimentation et de nutrition, qui est différent de la sécurité alimentaire. Nous collaborons également avec plusieurs projets et programmes qui dépendent soit de notre ministère, le MAEP, ou bien des autres ministères sectoriels. Nous collaborons aussi avec les ANE, telles que les organisations professionnelles agricoles, les ONG. Pourquoi M. Guy est toujours avec nous dans le cadre de nos analyses. Avec les OSC également, puisque je n'ai pas mentionné en tout cas, toutes les structures avec lesquelles nous collaborons. Donc, nous collaborons avec tous ces gens-là pour pouvoir avoir les informations utiles et à temps afin de pouvoir faire cette alerte dont on est en train de parler. Donc, voilà un peu comment on a schématisé, disons, le système d'alerte précoce. Et vous avez à votre extrême gauche les structures aussi au plan, en tout cas, ce que nous appelons les OIG, les organisations intergouvernementales. Nous avons aussi les institutions du système des Nations Unies, ainsi de suite, avec qui nous collaborons, ce que nous appelons les PTF en général. Alors, ceci étant, nous allons vous parler un peu, rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du cadre harmonisé. C'est vrai qu'il y a la bande, je ne sais pas si vous voyez ça, du cadre harmonisé. Voilà, c'est ça. On va faire un aperçu sur le cadre harmonisé. Je crois que beaucoup de vous ont déjà entendu parler au moins une fois de ce que nous entendons par cadre harmonisé. Peut-être que vous n'êtes pas allé dans le fond du sujet pour savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que ça fait. Mais de façon simple, retenez que le cadre harmonisé, abrégé CH, c'est un outil fédérateur qui permet de faire une analyse pertinente et consensuelle et transparente de la situation alimentaire aiguë. Ça, il faut que je le précise, je n'ai pas mis ça ici, mais c'est la situation alimentaire aiguë et nutritionnelle en situation courante et projetée.
Je vais revenir sur les périodes, ce que nous n'entendons pas période courante et période projetée. Je vais revenir dessus dans la suite de mon développement. Donc, cet outil permet de classifier la sévérité de l'insécurité alimentaire nutritionnelle suivant une échelle internationale de classification à travers une approche basée sur des fonctions et des protocoles. En effet, le cadre harmonisé a été dans sa nouvelle version, a été formulé autour de 4 fonctions et un certain nombre de protocoles que je vais vous présenter tout à l'heure. Quelle est alors, disons, la finalité de tout ça? Ça aide à la planification de la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles en s'insérant dans un cycle que nous appelons analyse de l'intervention, planification de l'intervention, mise en œuvre et puis suivi évaluation. Donc, c'est ça, nous avons essayé de schématiser et à votre droite là. Donc, c'est ce cycle-là que le cadre harmonisé essaie de suivre pour pouvoir faire l'analyse de l'insécurité alimentaire, apporter la réponse aux populations qui ont été identifiées, disons, dans une phase sévère de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, là, ma machine est bloquée. Je vais revenir. Le diapo ne change pas? Non, ça ne change pas, c'est bloqué, c'est bloqué. Donc, je vais peut-être enlever et remettre pour voir. Peut-être enlève le mode plein écran, peut-être c'est ce qui fait ça. Oui, c'est ça, j'essaie d'enlever, mais même le mode plein écran, il refuse d'enlever ça. Bon, je viens. Je vais repartager. Même chose. C'est la même slide. Oui, tu avances un peu. Oui, c'est parti. Je vais repartager. Ça, j'ai fait tout à l'heure. Partage. Voilà, là, c'est embêtant. Hein? Bon, je viens. Ou bien, ce qu'on peut faire, si tu peux envoyer ça à Mathias, comme ça, il peut te partager. Mathias, c'est possible, non? Comme ça, envoie-lui ton mail dans le chat. Là, il t'envoie. Tu peux le faire, Dominique? Oui, oui, je vais faire un dernier essai pour voir si ça vient. Faire un dernier essai pour voir. Ouais. Mathias, en attendant, envoie-lui ton mail dans le chat. Comme ça, il peut, OK. il peut envoyer. C'est qui est arrivé la dernière fois quand on faisait pour la météo. OK. C'est bizarre. D'accord, je vais lui envoyer mon mail. Oui. Regarde, son mail est dans le chat. Oui, je suis en train d'envoyer mon mail aussi. Oui. Je lui envoie ça. C'est bizarre, c'est comme si ils ont bloqué. Voilà. Donc, Dominique, il t'a envoyé pour lui. Comme ça, tu peux lui écrire. Là, en répondant, il t'envoie. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Oui. C'est bon maintenant, bon. voilà, c'est ça. OK, donc, on était ici. Alors, il y a des informations qu'il est important de savoir. C'est de connaître ce que le CH n'aime pas. Parce que beaucoup de personnes pensent que le CH, c'est un outil de collecte de données. Non, le CH n'est pas un outil de collecte de données. Ce n'est pas non plus un outil qui permet d'analyser la réponse. Et ce n'est pas non plus, comme on a l'habitude de dire, une boîte magique, c'est-à-dire une boule de cristal qui permet de répondre à une situation d'insécurité alimentaire. Le cadre, le CH, c'est simplement un outil qui permet de faire l'analyse de l'insécurité alimentaire aiguë. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, l'analyse de l'insécurité alimentaire aiguë, avec des périodes qui ont été définies que je vais présenter par la suite. Alors, quel est son but? Le CH a pour but, comme je l'ai dit tantôt, d'aider à la prise de décision, surtout prendre des décisions de façon précoce, notamment pour apporter des réponses urgentes et appropriées à des situations difficiles qui seraient identifiées.
Il permet alors de répondre aux questions fondamentales qui se posent aux décideurs en cas de crise alimentaire ou nutritionnelle. Alors, il y a certaines questions que les décideurs se posent pour savoir, mais quand il y a une situation de crise alimentaire, on se demande quel est le niveau de sévérité de la situation et combien de personnes sont touchées par cette situation et quand il faut intervenir pour pouvoir, disons, apporter la réponse à ces personnes et où faut-il intervenir en priorité, puisque vous savez que quand la situation est difficile, que ça touche un grand nombre de personnes, il faut établir une priorité. Donc, par où il faut commencer, le cadre harmonisé permet d'apporter des réponses à ces questions-là. Il permet aussi de savoir quels sont les facteurs déterminants et limitants. Les facteurs déterminants, c'est des facteurs qui sont liés aux dangers, aux vulnérabilités. Les dangers de vulnérabilité, c'est tel que, je l'ai dit tantôt, les cas d'inondation, les cas de sécheresse, les cas de flambée des prix. Actuellement, tout le monde parle de la hausse généralisée des prix des produits de base. Donc, le cadre harmonisé permet de connaître les facteurs, ces facteurs déterminants et limitants. Les facteurs limitants, c'est les facteurs qui sont liés, disons, aux 4 piliers de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire en matière de disponibilité, est-ce qu'il y a assez de disponibilité pour pouvoir nourrir toute la population, en matière d'accessibilité, est-ce que les denrées sont accessibles à la population, l'utilisation, est-ce que les denrées présentent quand même une certaine qualité pour permettre une consommation adéquate aux populations sans altérer leur santé, et enfin, les questions de stabilité, est-ce que tous les trois premiers piliers qui ont été identifiés, est-ce que comment ces piliers se comportent dans le temps et quelles sont les questions de stock que le pays a et quelle est la durée de ces stocks-là pour pouvoir permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Et aussi, ça permet de savoir, bon, s'il faut intervenir et pour qui il faut le faire et avec quelle action, avec quels moyens il faut intervenir. Donc, le cadre harmonisé permet de répondre à ces 6 questions-là pour pouvoir apporter la réponse. Alors, bon. Alors, comment nous menons les activités de cadre harmonisé au niveau de la cellule? Il faut dire que au sein de la cellule, et l'unité en charge du système d'alerte précoce, le SAP, assume la coordination d'une cellule que nous appelons la cellule nationale d'analyse du cadre harmonisé, CNA-CH. Donc, c'est cette cellule-là qui comporte tous les ministères sectoriels, en tout cas qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui comporte les organisations de la société civile, les ONG, les partenaires au développement, ainsi de suite. Donc, c'est cette cellule-là qui met en œuvre l'outil du cadre harmonisé et qui fait les analyses au plan national. Bien sûr, la cellule, à travers le système d'alerte précoce, coordonne les activités de cette cellule-là pour pouvoir faire les analyses. Alors, pour pouvoir faire l'analyse, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une bonne représentativité de toutes ces structures-là. C'est pourquoi la matrice que vous voyez là, cette matrice-là permet de s'assurer que nous avons une bonne représentativité pour pouvoir conduire une analyse dont les résultats seront acceptés par tous. Vous allez voir, au niveau de la ligne, on met les services gouvernementaux. Est-ce qu'il y en a? Les ONG nationales, les organisations des producteurs, les privés, est-ce qu'il y en a? Les ONG internationales, est-ce qu'il y en a? Les agents du système des Nations Unies, est-ce qu'il y en a? Autres organismes techniques spécialisés, est-ce qu'il y en a? Et à travers des domaines d'expertise qui sont en colonne, est-ce qu'il y en a en ce qui concerne la sécurité alimentaire ou bien les moyens d'existence? Est-ce qu'il y en a en matière de nutrition? Est-ce qu'il y en a dans le système d'information sur les marchés? Est-ce qu'il y en a dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage? Est-ce qu'il y a des structures en charge de la météo et du climat? Est-ce qu'il y a des structures de la santé? Est-ce qu'il y a des structures qui s'occupent du WASH? Est-ce qu'il y a des structures qui s'occupent des aspects genre, de la statistique, de la protection civile, et ainsi de suite? Donc, ces cellules-là doivent veiller à ce que la configuration des structures qui sont appelées pour faire l'analyse reflète un peu
la réalité afin que les conclusions de la puissent être acceptées par tous. Alors, je parlais tantôt du cycle d'analyse, on y est. Retenez simplement que l'analyse cadre harmonisé s'insère dans un dispositif que nous appelons PREGEC. C'est le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires. C'est un dispositif qui est logé au niveau régional et qui tient régulièrement des réunions pour pouvoir analyser l'état de l'insécurité alimentaire au plan national. Alors, la première réunion que ce dispositif suit, c'est déjà en juin. Et la première réunion, le numéro 1, c'est en juin. Et ce dispositif permet de faire une concertation restreinte des partenaires régionaux. Là, cette réunion concerne uniquement les partenaires régionaux pour pouvoir donner déjà les tendances et aussi voir au niveau de la campagne, comment la campagne s'est préparée et quels sont les objectifs qui ont été fixés. La deuxième réunion, c'est le numéro 2, et ça se tient généralement en septembre, et c'est une concertation technique qui permet de voir un peu, puisque la campagne a déjà démarré, aussi bien dans les pays côtiers que dans les pays sahéliens. Donc, c'est de voir un peu quelles sont les premières tendances qui se dégagent. Donc, cette réunion permet de voir les premières tendances qui se dégagent en matière de déroulement de la campagne. Et ça, c'était généralement en septembre. Mais en novembre, on revient encore par rapport à cette réunion-là pour voir un peu quels sont les premiers résultats qu'on peut déjà obtenir. N'oubliez pas que dans les pays côtiers, en novembre, nous avons déjà terminé avec la première récolte, la grande saison, et la deuxième saison a déjà commencé. De voir quels sont les premiers chiffres qu'on peut déjà retenir en matière de production. Bien sûr, c'est des chiffres provisoires, parce que la campagne n'est pas encore terminée. Donc, cette réunion permet d'évaluer tout ça et de voir dans quel sens va la campagne. Il y a une troisième réunion qui est organisée en décembre. C'est une réunion restreinte également du réseau de prévention des crises alimentaires. Et les résultats que nous avons obtenus en novembre se présentent à ce réseau-là, qui est un regroupement de structures partenaires, mais à un certain niveau. Donc, eux, ils analysent un peu ces résultats provisoires qui ont été obtenus afin de voir quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir corriger le tir si éventuellement la campagne était menacée. Alors, nous avons la 5e réunion qui se tient en mars de l'année N+1, puisqu'on a déjà fini, on est déjà à décembre, on a entamé janvier de l'année N+ de l'année suivante. Donc, en mars, on a une autre concertation qui permet de voir les résultats, puisqu'on a déjà terminé la campagne, puisque en mars, normalement, tous les pays auraient déjà terminé la campagne. Donc, ça permet d'avoir les résultats définitifs de la campagne et de les valider. Donc, ça permet de valider les résultats de la campagne et de se projeter pour la campagne N+1 qui est en train de démarrer déjà en mars, notamment pour les pays côtiers. Alors, en avril, il y a une dernière réunion qui se tient qui permet de valider tout ce qui a été obtenu au cours de la campagne N. Donc, les résultats définitifs qui ont été présentés en mars sont validés en avril et c'est ça qui est publié partout. Ça devient des résultats définitifs. Alors, le CA s'insère dans ce cycle-là puisque le CA se tient 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Vous allez voir, on tient une première session du CH en octobre ou bien novembre. Généralement, ça s'étend des 2 mois, octobre-novembre. On tient une première session du CH. Et la deuxième session, ça se tient en février-mars. Alors, la session de novembre et octobre-novembre, ça permet d'analyser la sécurité alimentaire pendant les périodes de octobre, novembre, décembre, puisque l'insécurité alimentaire, je l'ai dit, le CH l'analyse pendant la période aiguë. La période aiguë définie par le CH, c'est des périodes de 3 mois. Donc, la période courante, quand l'analyse se tient en novembre, novembre, c'est général pour les pays sahéliens, mais pour nous, les pays côtiers, c'est en octobre que ça se fait. Et ces résultats sont valables pour la période d'octobre, novembre et décembre. 3 mois. Ça ne dépasse pas 3 mois. C'est pourquoi c'est aigu. Ça vous voit l'insécurité alimentaire aiguë. Pour la période courante, c'est ça que nous appelons période courante, les 3 mois là. Et on fait une projection pour
quel serait un peu l'état de l'insécurité alimentaire l'année qui va suivre, en année N+1. Et l'année +1, on se focalise sur la période de soudure, en général dans la région, c'est-à-dire la période de juin, juillet, août, qui correspond en général dans la période de soudure, à la période de soudure dans la région. Donc, l'analyse qui a été faite en octobre couvre la période de octobre, novembre, décembre de l'année N et fait la projection en année N+1 pour la période de soudure, juin, juillet, août de l'année N+1. Donc, l'analyse de novembre, de octobre, voilà les périodes que ça couvre. Mais l'analyse de mars, lui, est faite effectivement en mars ou bien en février, mais couvre les périodes de mars, avril, mai. Pour la période courante, c'est-à-dire la période que nous appelons actuelle, la période courante, mars, avril, mai, et fait aussi la projection pour la même période, juin, juillet, août. En un mot, la période projetée ne change pas, quelle que soit la période où l'analyse se tient. La période projetée, c'est toujours juin, juillet, août de l'année N+1 qui correspond à la période de soudure en général au niveau de la région. Donc, voilà un peu comment l'analyse s'insère dans ce cycle-là. Et les résultats de l'analyse de novembre et d'octobre sont présentés en novembre au cours de la réunion 3. Et les résultats de mars, ou bien de février, sont présentés en mars au cours de la réunion 5 au niveau du cycle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quelles sont alors les bases du processus du CH? Le CH définit quelques bases pour pouvoir analyser, disons, l'insécurité alimentaire. Comme je l'ai dit, c'est l'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire conjoncturelle. C'est ça que le CH analyse. Ça permet aussi de définir la malnutrition aiguë. Ça rime aussi avec l'insécurité alimentaire aiguë. Ainsi de suite, les objectifs d'intervention, c'est les objectifs à court terme pour pouvoir prévenir ou bien atténuer les effets de la sévérité des crises alimentaires ou nutritionnelles qui peuvent conduire à une détérioration des moyens d'existence, bien des pertes de vie humaines. Et ça permet aussi de classifier la sévérité de l'insécurité alimentaire en 5 phases. Les 5 phases que je m'en vais vous citer rapidement. Et vous avez la phase minimale, c'est la couleur verte, qu'on appelle phase minimale, mais phase aucune. Et dans la nomenclature classique de la sécurité alimentaire, cette phase-là correspond à ce que nous appelons la phase de sécurité alimentaire. Quand quelqu'un est en phase 1, la personne est en phase de sécurité alimentaire, il n'y a pas de problème majeur. Vous avez la phase 2, bon, la couleur ne sort pas très bien, mais c'est couleur jaune. Et c'est cette phase que nous appelons la phase sous pression. Et cette phase, dans la classification, par exemple, du PAM de l'insécurité alimentaire, cette phase sous pression correspond à la phase de sécurité alimentaire limite. C'est-à-dire, ces gens-là, quand on dit que quelqu'un est en phase sous pression, donc la personne est en sécurité alimentaire limite. Ça veut dire quoi? La personne n'est pas en insécurité alimentaire, mais c'est limite. Quand il y aura un petit choc, cette personne va tomber en insécurité alimentaire. Donc, c'est très limite. Donc, c'est ça qu'on appelle sous pression. La couleur qui suit, c'est la couleur orange, c'est la phase crise, phase 3 du CH. Et là, on est en train d'aller déjà dans les phases d'insécurité alimentaire. La phase 3 correspond, dans la classification, par exemple, du PAM, à la phase à l'insécurité alimentaire modérée. Quand la personne dit que la personne est en crise, donc la personne est en insécurité alimentaire modérée. Et les deux autres phases, la phase 4, couleur rouge, et la phase 5, couleur rouge sang, et qui correspondent à des phases urgence et catastrophe, bien famine, ces deux phases correspondent dans la classification du PAM à l'insécurité alimentaire sévère. Donc, quand quelqu'un a été identifié en phase urgence, phase 4, ou bien en phase catastrophe, ou bien famine, phase 5, donc, retenez que cette personne est en insécurité alimentaire sévère et nécessite des interventions tout de suite pour ne pas aller vers la mort. Donc, voilà un peu les phases. Ces phases-là, ces phases ont été ici, dans ce slide. Ces phases ont été décrites. Je ne vais pas les lire, je vais partager le diapo avec vous. Après, vous allez voir la description de chaque phase
à quoi ça correspond et quels sont les objectifs d'intervention. C'est ça qui est la deuxième ligne. Par rapport à chaque phase, quand la personne est identifiée dans cette phase, qu'est-ce qu'il faut lui faire, qu'est-ce qu'il faut lui apporter. C'est ça que vous allez dans la deuxième ligne pour ce qui concerne les 4 phases de la détection. C'est là, vous allez lire ça quand je vais vous partager le PowerPoint. Alors, je disais tantôt que le CH est articulé autour de 4 fonctions et des protocoles. Et chaque fonction en tout cas, contient un certain nombre de protocoles. Nous avons la fonction 1, que nous avons appelé, mais que nous appelons construction du consensus technique. Et dans cette fonction, nous avons 2 protocoles. Dans la fonction 2, classification de la sévérité et des facteurs déterminants, là, vous avez 6 protocoles qui permettent de faire l'analyse. La fonction 3, communication des résultats du CH pour action, vous avez là 3 protocoles qui permettent de faire l'analyse. Et la dernière fonction, assurance qualité et rigueur de l'analyse, vous avez également là 3 protocoles qui permettent de faire l'analyse. Ces protocoles ont été identifiés et retenus par le comité technique du CH pour pouvoir permettre de faire l'analyse. Je ne vais pas vous lire tous ces protocoles. Et quand vous aurez le manuel, vous allez lire tous ces protocoles et ce qu'il y a dedans, ce que ça veut dire. Alors, en plus de ces fonctions et protocoles, le CH a identifié ce que nous appelons des protocoles spéciaux. C'est-à-dire, quand vous voyez tous ces protocoles-là, il y a des situations que le CH n'arrive pas à analyser en utilisant ces protocoles-là. Donc, pour ce faire, le CH, le comité technique, a dû développer d'autres protocoles qu'on a appelé des protocoles spéciaux pour pouvoir analyser ces situations. Alors, de quelle situation s'agit-il? Il s'agit premièrement de la classification de la famine. Évidemment, pour classifier la famine, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que telle zone est en famine et telle commune en famine. Non. Il faut vraiment des conditionnalités. Donc, le protocole a répertorié tout ce qu'il faut comme condition pour pouvoir dire que la zone est en famine et comment il faut conduire l'analyse si on pressent que la zone-là est en famine et comment il faut tirer les conclusions. Il y a un protocole spécial qui a été identifié et qui permet de faire la classification de la famine. Deuxième situation que les autres protocoles ne peuvent pas analyser, c'est les zones d'accès limité ou bien les zones inaccessibles. Et ce protocole a été défini surtout dans le contexte des pays sahéliens où, comme vous le savez bien, le djihadisme prend de jour en jour d'ampleur, où il y a des conflits, des attaques armées partout au niveau de ces pays-là et qui s'est déjà exporté au niveau des pays côtiers. N'oubliez pas, le nord du Bénin est actuellement confronté à cette situation d'insécurité civile. Vous avez le nord du Togo, de la Côte d'Ivoire, pratiquement tous les pays côtiers, le nord de ces pays-là, confrontés à cette situation d'insécurité civile. Mais comment il faut faire pour analyser l'insécurité alimentaire dans ces zones? Donc, il faut un protocole spécial pour pouvoir collecter les données, analyser la situation. On ne va pas laisser ces zones-là à leur propre compte. Donc, il faut aller, comment il faut faire, collecter les données, les analyser et apporter la réponse. Donc, il y a un protocole spécial qui a été dédié à cela. Troisième situation particulière où il faut aller faire, disons, l'analyse de l'insécurité alimentaire, c'est la classification des groupes de ménage. Les groupes de ménage, c'est des groupes plus ou moins homogènes qui, pour une situation, pour une autre, se trouvent dans une situation difficile. C'est par exemple les réfugiés. Les réfugiés qui se sont déplacés, mais comment il faut les analyser? Parce que ces personnes sont dans une situation difficile et les situations qu'ils vivent, il faut aller les connaître, ces populations, afin d'apporter la réponse. Donc, il y a un protocole qui a été dédié à cela, ou bien les personnes déplacées internes. Dans les pays sahéliens, il y en a plein. Il y a des personnes à cause de l'insécurité qui se déplacent, qui vont d'une contrée à l'autre. Donc, comment il faut prendre en compte ces populations dans les analyses? Donc, il y a un protocole spécial qui a été dédié à cela, afin de pouvoir
la sécurité de sécurité alimentaire de ces groupes de ménages. Vous avez un dernier protocole spécial qui a été développé. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. En dehors, même facilitateur. Monsieur, bienvenue. Mathias, tu peux couper son micro, s'il te plaît. Il n'y a pas Wi-Fi. Mathias, tu peux couper son micro. Merci. Bon, ok, je continue. Merci. Bon, oui. Bon, je vais continuer quand même. Je disais tantôt... Mathias, s'il te plaît, ton micro. N'arrive pas. Monsieur, bienvenue. Allô, Mathias? Oui, docteur, je suis en train de le faire. OK. Oui, s'il te plaît. OK, je disais tantôt, le quatrième protocole spécial qui a été conçu, c'est l'intégration du genre dans les analyses du CH, puisque, comme vous le savez bien, actuellement, vous ne pouvez pas développer un projet sans inclure le genre. Et vous ne pouvez pas développer un programme sans y inclure le genre. Donc, le CH a pris en compte cette préoccupation et dit, bon, si nous faisons des analyses de l'insécurité alimentaire, il va falloir qu'on intègre la dimension genre dans les analyses afin de savoir de façon spécifique vers quel groupe il faut aller. Les groupes les plus défavorisés, la question des femmes, tout ça, il faut qu'on y aille pour savoir quelles sont les préoccupations, comment l'insécurité les a touchés pour pouvoir apporter la réponse. Alors, voilà un peu les protocoles, disons, spéciaux qui ont été définis et après les 4 fonctions qui permettent de faire l'analyse. Donc, ces protocoles ont leur méthodologie pour pouvoir connaître l'analyse jusqu'à arriver à la classification de l'insécurité alimentaire. Alors, quelles sont alors les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir faire cette analyse? Retenez qu'il y a essentiellement 5 étapes, essentiellement, qu'il faut retenir. Alors, la première étape, c'est de faire... La première étape, c'est de faire ce que nous appelons l'inventaire des données au 3e niveau administratif. L'inventaire des données, c'est quoi? Quels sont les indicateurs disponibles? Je vais revenir sur ces indicateurs-là. Où est-ce qu'on peut les trouver et combien ces indicateurs sont? Au 3e niveau administratif, pour notre cas, pour le cas du Bénin, c'est le niveau commune. Et le niveau 0 correspondant au pays, c'est-à-dire le niveau national, le niveau 2, c'est le département, et le niveau, excusez-moi, le niveau 0, c'est le niveau national, ce qui correspond au niveau administratif 1. Donc, le niveau 2, c'est le niveau département, ce qui correspond au niveau administratif 1, 2, excusez-moi, et le niveau 3, c'est le niveau commune qui correspond au niveau administratif 3. Donc, voilà, donc c'est le niveau national, niveau département, niveau commune. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et deuxième étape, c'est de faire une analyse des preuves et attribuer ce que nous appelons des scores de fiabilité. Donc, les preuves, c'est les données. C'est la même chose, c'est les données. Donc, il faut maintenant l'analyse de chaque donnée et suivant la méthodologie qui a été retenue pour faire l'analyse de chaque donnée, on suit ça rigoureusement et on attribue ce que nous appelons des scores pour voir est-ce que la donnée, est-ce que c'est fiable, est-ce que nous pouvons utiliser cette donnée-là, ou bien est-ce que cette donnée, on va la mettre de côté. Il y a des scores qui ont été définis dans le manuel, vous allez voir, que ce soit fiabilité 1, fiabilité 2, fiabilité 3, qu'il
qu'il faut utiliser pour pouvoir conduire l'analyse. Troisième étape, c'est la classification de l'insécurité alimentaire en situation actuelle et projetée. Donc, la troisième étape permet de faire la classification suivant les 5 phases que j'ai décrites tantôt en situation actuelle, c'est-à-dire en période courante, qui correspond aux périodes que j'ai définies tout à l'heure. Par exemple, ce que nous avons fait la fois passée, la période courante, c'est mars, avril, mai, et la période projetée, c'est juin, juillet, août de cette année. Et la quatrième étape, c'est faire une estimation des populations. On arrive, sur la base des indicateurs que nous avons utilisés, à faire une estimation des populations qui se trouvent en insécurité alimentaire. Et cette estimation se fait par phase, puisque forcément, l'analyse aboutit à la classification de l'insécurité alimentaire suivant les 5 phases qui ont été identifiées par le CH. Donc, au niveau de chaque phase, on arrive à estimer le nombre de personnes qui se trouvent dans cette phase. Donc, de la phase 1 jusqu'à la phase 5, la méthode permet de faire estimation de la population. Et la dernière étape, l'étape 5, c'est de produire une carte que je vais vous présenter tout à l'heure quand je vais présenter les résultats du Bénin et de donner les résultats de façon globale par rapport à l'analyse. Alors, parlant de preuves, je voudrais quand même vous montrer quelles sont les données que nous utilisons pour faire l'analyse. Retenez que l'analyse CH utilise 2 groupes de données. 2 groupes de données. Il y a le premier groupe qu'on appelle les résultats de la sécurité alimentaire, les résultats de la sécurité alimentaire. Et le deuxième groupe, c'est ce que nous appelons les facteurs contributifs. Maintenant, quand nous prenons les résultats de la sécurité alimentaire, là, nous avons 2 résultats. Le premier, c'est les résultats primaires. C'est ça que vous avez devant l'écran. C'est ça qu'on appelle les résultats primaires. Parce que ce sont ces résultats-là qui définissent même l'état d'insécurité alimentaire au niveau de nos ménages. Et dans ces résultats primaires, nous avons 2 indicateurs, disons indicateurs globaux, je vais dire, 2 indicateurs globaux que nous appelons les résultats même. Nous avons le premier, c'est la consommation alimentaire, qui est un résultat primaire. Le deuxième, c'est l'évolution des moyens des gens, qui est aussi un résultat primaire. Donc, dans les résultats primaires, nous avons 2, consommation alimentaire et évolution des moyens d'existence. Et si vous prenez le premier résultat primaire, la consommation alimentaire, vous avez 5 indicateurs qui sont dedans. Ça, c'est les indicateurs. Vous avez le score de consommation alimentaire, le score de diversité alimentaire des ménages, l'échelle de faim des ménages, l'indice réduit des stratégies d'adaptation. Ça, ce sont des stratégies qui sont basées sur l'alimentation d'indice réduit. Et nous avons le HA, qui est un indicateur qui se calcule à travers une enquête que nous appelons les enquêtes analyses de l'économie des ménages, et que lui, à son tour, comporte 2 sous-indicateurs, c'est-à-dire le déficit de survie et le déficit de protection des moyens d'existence. Donc voilà, de façon schématisée, les 5 indicateurs que nous retrouvons dans le résultat primaire de consommation alimentaire. Et les 5 résultats, les 5 indicateurs que je viens de citer sont appelés des preuves directes, c'est-à-dire des indicateurs directs, c'est-à-dire des indicateurs qui sont mesurés directement à travers une enquête. Donc, ce n'est qu'une enquête qui permet de mesurer, de calculer ces indicateurs. Mais à ma droite, au niveau de 3e colonne, on a mis preuves indirectes. Et toujours dans la consommation alimentaire, nous avons là une preuve indirecte que nous appelons proxy calorique. Évidemment, cet indicateur, c'est un indicateur qui est calculé à partir des résultats de la campagne, notamment les résultats de production. Nous avons ajouté après le vocable intégré pour prendre en compte d'autres dimensions afin de pouvoir avoir un proxy qui est une énergie, c'est-à-dire la consommation en énergie et par tête d'habitant et par an. C'est ça ce que ça définit. Donc, on a mis intégré parce qu'on a inclus d'autres aspects de l'insécurité alimentaire dedans dans le calcul. C'est pourquoi on l'a appelé maintenant intégré. Donc, mais comme c'est des données recalculées, donc ça devient un indicateur indirect. C'est pourquoi on l'a mis dans. C'est une preuve indirecte. L'analyse permet de l'utiliser si on n'a aucun indicateur, si on n'a aucune preuve directe. L'analyse permet de l'utiliser, mais sous certaines conditions, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier résultat primaire.
Le deuxième résultat primaire, c'est l'évolution des moyens d'existence. Et ça, ce résultat comporte un seul indicateur, c'est la faiblesse de ce résultat. Il comporte un seul indicateur représenté par les stratégies d'adaptation basées sur les moyens d'existence. Donc, les stratégies de crise, les stratégies de stress, les stratégies d'urgence. Donc, c'est cet indicateur qui permet de les calculer. Donc, voilà les deux résultats primaires au niveau du CH. Alors, si on continue, nous aboutissons aux résultats secondaires. Et là, nous avons également deux résultats là. Nous avons l'état nutritionnel et la mortalité. Au niveau de l'état nutritionnel, c'est les indicateurs de nutrition tels que la prévalence de la malnutrition aiguë, puisque c'est ça qu'on traite, avec les indices poids pour taille. Nous avons l'indice de masse corporelle, l'IMC, qui est mesuré au niveau des femmes. Donc, nous avons ces deux indicateurs directs qui sont mesurés au niveau de l'état nutritionnel par rapport aux résultats secondaires, le premier état nutritionnel. Et toujours par rapport à l'état nutritionnel, dans ma droite, vous avez le premier brachial. Mais lui, il a été identifié comme un indicateur indirect. Il a été, disons, répété comme un indicateur indirect parce qu'il ne permet pas d'apprécier véritablement la situation nutritionnelle au niveau de la population. Alors, au niveau de la mortalité, qui est le deuxième résultat, nous avons également là deux indicateurs. Nous avons le taux brut de mortalité, TBM, et nous avons le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc, voilà ce que nous appelons les résultats du cadre harmonisé, avec les indicateurs de chaque résultat. Et c'est ça le premier groupe d'indicateurs que nous utilisons, dont j'ai parlé. Avec ces indicateurs, vous pouvez faire une analyse du CH. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il nous faut d'autres indicateurs que nous appelons des facteurs contributifs, c'est-à-dire des indicateurs qui expliquent mieux la situation, qu'on appelle des facteurs contributifs que je n'ai pas répertoriés ici parce que j'avais déjà parlé de ça. Ces facteurs contributifs sont identifiés au niveau de ce que j'ai appelé tout à l'heure les dangers et les vulnérabilités et les 4 piliers de la sécurité alimentaire. Donc, c'est au niveau de ces piliers, 4 piliers au niveau des dangers et vulnérabilités qu'on identifie des indicateurs dans ces domaines-là pour pouvoir, disons, mieux expliquer les résultats d'enquête. Parce que tout ce que j'ai projeté ici, c'est les résultats d'enquête qui donnent ça. L'autre, ça peut être des rapports de mission, ça peut être une enquête rapide, ça peut être une étude qui a été faite par une ONG. Donc, c'est des facteurs contributifs qui permettent de mieux expliquer, disons, les indicateurs qui ont été mesurés à travers une enquête formelle avec une méthodologie bien rigoureuse. Alors, nous avons utilisé cette méthodologie plusieurs fois déjà et la dernière fois que nous l'avons utilisée, c'est en mars passé, où nous avons fait l'analyse de l'insécurité alimentaire au niveau du Bénin. Et cette analyse a été conduite au niveau des 77 communes du Bénin et a permis d'avoir les résultats que vous voyez affichés sur l'écran. Alors, nous avons de façon globale, en situation courante, c'est-à-dire pour la période de mars à mai 2022, il y a 11 communes qui ont été identifiées en situation de crise, c'est-à-dire une situation d'insécurité alimentaire modérée. Il s'agit des communes d'Aplakwe, Plekame, Lalo, Tobikin, Dobo, Tchakotome, Atime, Tofo, Alada, Basila et Kraswe. Pour ceux qui connaissent ces communes, vous pouvez imaginer quels sont les facteurs qui ont expliqué le fait que ces communes se retrouvent en situation de crise pendant la période de mars à mai. On tend vers la période déjà, on est déjà vers fin mai. Mais en situation projetée en juin, juillet ou 2022, on aura une commune, puisque la période n'est pas encore arrivée, on aura une commune qui serait en message conditionnel, ça reste à être confirmé, en situation de crise, c'est la commune de Basila. D'après les indicateurs que nous avons utilisés, il a été retenu que cette commune va se maintenir en situation de crise, en tout cas en période projetée en juin ou 2022. Alors, nous avons identifié 41 communes en phase sous pression
Sous pression, c'est sécurité alimentaire limite, tel que je l'ai dit, 48 communes. En situation courante, c'est 48 communes. Et pendant la période priorité, juin à août 2022, c'est 32. Ces communes vont baisser de 41 à 32 parce qu'en période priorité, et vous savez qu'au sud du Bénin, c'est la période d'abondance. C'est au nord que nous avons la situation de soudure, mais au sud du pays, c'est la période d'abondance. Donc, beaucoup de communes ont, disons, la possibilité de se servir des récoltes de la grande saison pour pouvoir améliorer leur consommation alimentaire. Donc, c'est pourquoi les communes sont passées de 41 à 32. En termes de population, comme je vous l'ai dit, l'outil permet d'estimer le nombre de personnes qui seraient dans chaque phase. Alors, en termes de population, le CH dit que si moi, je dois faire des interventions, je ne peux pas faire des interventions pour tout le monde, mais je fais des interventions pour des populations, des personnes qui ont été identifiées à partir de la phase 3, c'est-à-dire à partir de la phase crise jusqu'à la phase famine. Donc, les phases 3, 4 et 5, c'est pour ces personnes-là que moi, je peux faire des interventions, ce qui est normal, puisque les autres sont quand même dans une situation un peu plus réduisante. La phase minimale, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pratiquement pas de problème. La phase 2, c'est sécurité alimentaire limite, c'est vrai, il faut surveiller ces populations, mais pour le moment, ils ne sont pas encore confrontés à la situation. Dans la partie de la phase 3, crise, il faut commencer par intervenir. Crise, phase 3. Urgence, phase 4. Famine, phase 5, il faut intervenir immédiatement. Donc, le CH recommande qu'à partir de la phase 3 à 5, qu'on puisse faire des interventions. C'est pourquoi, généralement, quand on prend les résultats, ce sont des populations qui ont été identifiées depuis la phase 3 à la phase 5. On fait la somme et on présente. Donc, pour le Bénin, de la phase 3 à la phase 5, nous avons pu identifier 1 225 957 personnes, ce qui fait à peu près 9,49% de la population du Bénin en 2022, qui est évaluée à 12 millions de personnes en 2022. Ça, c'est pour la période actuelle que nous vivons, mars à mai. Mais quand on va tendre vers la période de juin à août, la période projetée, cette population va baisser à 830 000 personnes à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque l'essentiel de la récolte au sud serait déjà sur le marché. Donc, beaucoup de personnes au sud, même à travers des flux, certaines personnes au nord aussi pourraient accéder à des denrées et pourraient améliorer leur consommation alimentaire. Donc, le pourcentage va tomber à 6,42. Ce qui n'est pas négligeable aussi, 800 000 personnes, ce n'est pas petit et qu'il faut assister au cours de cette période-là. Alors, pour la phase minimale, pour la phase, non, j'en viens, la phase sous pression, c'est-à-dire sécurité alimentaire limite, c'est 2 757 470 personnes en situation actuelle et en situation projetée, la population passerait à 2 318 231. Pour ces personnes, c'est de surveiller leur situation alimentaire, renforcer un peu leur résilience pour que ces personnes-là ne basculent pas en phase crise si éventuellement il y avait un petit choc qui les frappait. Donc, il faut les surveiller, ces populations. Donc, voilà de façon globale les résultats que nous avons obtenus. Pour la phase minimale, il suffit de faire la différence, mais comme pour ces phases, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'intervention qu'il faut faire, donc on n'affiche pas ces résultats. Vous allez les voir de façon globale dans les tableaux. Alors, de façon cartographique, voilà comment se présente la situation. Voilà un peu la carte du Bénin. En période courante, période actuelle, qui prend fin à la fin de ce mois-là. Voilà, là où c'est jaune, comme je l'ai dit, c'est la phase sous pression. Là où c'est vert, c'est la phase minimale. Là où c'est orange, c'est la phase crise. Fort heureusement, au Bénin, on n'a jamais identifié une commune en phase urgence ou bien en phase famine ou catastrophe. Il n'y en a pas, fort heureusement. Mais c'est une carte, moi, qui ne me plaît pas du tout parce que les années antérieures, vous voyez la carte du Bénin, pratiquement tout est en vert. Vous pouvez avoir quelques communes au nord qui se retrouvent en jaune, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais pour la première fois, depuis que l'analyse CH se conduit au Bénin, ça fait déjà, depuis 2014 qu'on a commencé, près d'une dizaine d'années. C'est la première fois que moi je vois une carte comme ça. Même les communes en crise,
pour mémoire d'homme, je crois qu'on n'en a jamais identifié des communes en crise au Bénin. Donc, c'est pour vous dire que la situation de la COVID-19 a beaucoup contribué à dégrader la résilience des populations et à mettre à mal leurs moyens d'existence, à diminuer leur consommation alimentaire. Si vous voyez les résultats de l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des systèmes alimentaires, vous voyez les indicateurs de consommation alimentaire, le score de diversité alimentaire, c'est des indicateurs qui sont complètement dégradés. Ces indicateurs qui, pour la plupart, sont dans le rouge. Donc, vous voyez, donc, c'est pour la première fois, je vois ça, mais c'est la réalité, c'est ce que l'analyse donne et c'est ça que nous avons affiché. En situation projetée, la carte qui est à droite, bon, la situation est un peu plus réduisante, mais vous voyez, c'est une seule commune qui est en crise, Basila, mais il y a beaucoup de communes aussi qui se retrouvent en situation de sous-pression en jaune. Est-ce que vous voyez? Donc, cette situation nous interpelle, nous tous, sur comment nous allons faire pour pouvoir inverser cette tendance d'insécurité alimentaire qui est en train de se dessiner, de se profiler. Et ça, c'est exacerbé par la crise russo-ukrainienne en cours actuellement, qui a fait que les denrées importées, les prix flambent, le blé que nous importons, on n'en parle plus, les carburants, les frais, tout ça là, les engrais dont nous avons besoin pour pouvoir faire l'agriculture, le prix à un niveau impossible. Si ce n'est pas que le gouvernement a pris des mesures de subventionner, je me demande si cette campagne, si on pouvait produire, si les populations ont de l'argent pour s'acheter l'engrais. Heureusement que le gouvernement a pris la mesure des choses et a subventionné l'engrais que les esprits malins sont en train déjà de vouloir exporter vers d'autres pays. Alors, excusez-moi, l'écran se bloque, je suis obligé de faire des gymnastiques avant de revenir. Cette analyse étant faite, il faut quand même communiquer les résultats. Et comment nous communiquons les résultats? Nous utilisons un certain nombre de canaux, et notamment des fiches. Il y a des fiches de communication qui sont élaborées et qui concernent, c'est ça qu'on appelle une fiche grand public. C'est-à-dire cette fiche peut être partagée à tout le monde. Je crois que M. qui est en ligne, on a partagé cette fiche avec lui. Normalement, ça devrait être partagé avec vous aussi. Nous avons une deuxième fiche qui est la fiche décideur. Cette fiche-là, c'est une fiche qui est adressée uniquement aux autorités et aux partenaires qui peuvent prendre des décisions pour pouvoir apporter la réponse. Ça donne de façon plus concise les résultats, ça les présente et ça fait des recommandations. Ça propose des recommandations aux autorités pour pouvoir sortir les populations d'insécurité alimentaire. Et le troisième produit, c'est le rapport d'analyse, qui est un rapport classique qu'on élabore à l'issue de tout atelier. Donc, voilà un peu les produits du CH. Alors, pour pouvoir y arriver à travers notre système d'alerte précoce, il y a certaines difficultés auxquelles nous sommes confrontés et je voudrais partager quelques-unes de ces difficultés avec vous et exprimer les besoins par rapport à ça. Vous êtes des OSC, vous êtes des partenaires. Normalement, cet outil est le vôtre. Vous devez normalement contribuer pour que cet outil puisse avoir des données, des indicateurs pour pouvoir alimenter l'analyse et aussi, dans le cadre du fonctionnement de la cellule nationale du cadre harmonisé, comment nous nous organisons pour que cette cellule fonctionne. Alors, nous avons, par exemple, la réalisation des études de référence des zones de moyenne d'existence. Nous avons bien 10 zones de moyenne d'existence qui ont été, disons, définies et les profils devraient être élaborés. Mais pour le moment, nous n'avons élaboré que 4 profils au niveau des zones de moyenne d'existence. Les zones de moyenne d'existence, c'est des zones qui sont plus ou moins homogènes concernant un certain nombre d'aspects sur les moyens d'existence. Donc, nous en avons élaboré 4. Il reste 6 zones qui n'ont pas de profil. Or, c'est quand la zone a un profil qu'il faut aller collecter des données pour connaître la situation de l'insécurité alimentaire au niveau de cette zone-là. Nous avons aussi la réalisation des enquêtes HEA, analyse de l'économie des ménages en période session CH. Comme je l'ai dit tantôt, l'un des indicateurs de consommation alimentaire, c'est l'indicateur HEA. Mais ça se fait à travers une enquête, comme je l'ai dit. Mais cette enquête n'est pas mouse. C'est une enquête très simple, mais ça nécessite des ressources pour aller sur le terrain, implémenter
mettre en œuvre la méthodologie et avoir des données pour pouvoir calculer les indicateurs de ce groupe d'indicateurs. Nous avons aussi la réalisation des enquêtes nutritionnelles périodiques. Normalement, comme l'analyse se fait 2 fois dans l'année, on devait réaliser 2 enquêtes dans l'année, puisque les indicateurs du CH, notamment les indicateurs concernant les résultats primaires et secondaires, c'est-à-dire les résultats de la sécurité alimentaire, normalement, pour les utiliser, ça ne doit pas faire plus de 3 mois. C'est-à-dire, si je fais la collecte aujourd'hui, je dois pouvoir calculer les indicateurs et les utiliser dans l'intervalle de 3 mois. Si ça dépasse 3 mois, ces données, ces indicateurs deviennent caduques. Je dois repartir encore sur le terrain pour pouvoir collecter d'autres données. C'est ça qui permet de dire que la situation que vous avez présentée est réelle, puisque les données que vous avez collectées, les indicateurs ne datent pas de plus de 3 mois. Si c'est plus de 3 mois, alors là, vous ne pouvez pas les utiliser comme résultats de sécurité alimentaire, les résultats primaires et secondaires. Vous pouvez à la limite les utiliser comme des facteurs contributifs pour faire l'analyse. Nous n'avons pas les moyens de connaître ces enquêtes 2 fois dans l'année, donc nous sommes tous interpellés, les OSC et d'autres partenaires, sur comment nous nous organisons pour faire des enquêtes afin de pouvoir alimenter cet outil régional dont les résultats sont publiés partout dans le monde entier. Pas plus tard que ce matin, j'ai écouté encore sur RFI, les résultats du CH ont été présentés par une structure en France et qui intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nous avons également comme besoin d'actualiser les normes de consommation alimentaire. En effet, pour pouvoir dire qu'une commune a une situation meilleure en matière de pollution, si cette commune dégage des excédents alimentaires, mais si la commune est déficitaire en produits alimentaires, il y a des normes de consommation qu'il faut appliquer. Mais ces normes, telles que nous les avons, ont été calculées depuis plus de 30 ans, depuis 1984, je crois, 1986, à travers une enquête à l'échelle nationale, que ces normes ont été définies. On dit qu'actuellement, je ne sais pas, à Bané-Kouara, on consomme, je ne sais pas, 1 kilo de sorgho, ou 2 kilos par an. Est-ce qu'actuellement c'est le cas? Quand vous savez que les habitudes alimentaires ont déjà changé. Si on dit qu'en milieu rural, on ne consommait pas le riz, mais actuellement, le riz est consommé partout. Donc, les normes qui avaient été définies pour le riz, par exemple, dans les communes rurales, ces normes sont dépassées. Puis le riz se consomme pratiquement tous les jours, même dans les villages. Donc, il faut actualiser pour pouvoir avoir une physionomie réelle de la situation en matière de bilan. C'est surtout faire les bilans céréaliers, les bilans alimentaires que nous avons besoin de ces normes-là. Voilà, chers partenaires, ça a été un peu plus long, mais comme je l'ai dit, l'outil, pour pouvoir l'expliquer de bout en bout, il vous faut 1 semaine, 2 semaines et 8 heures de travail par jour pour pouvoir le faire. Donc, c'est de façon à ramasser ce que je peux partager avec vous. Si vous le permettez, je peux rapidement vous présenter les fiches de communication dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais voir, j'ai ici, voilà, la fiche de communication. Voilà comment ça se présente, la fiche de communication. Donc, qui présente les résultats. Il y a une partie contexte de l'analyse qui est présentée, contexte de l'analyse. On décrit un peu quels sont les contextes dans lesquels l'analyse a été conduite en matière de situation agricole, situation pastorale, disponibilité alimentaire, accessibilité, conditions d'utilisation des aliments, y compris l'eau. Et après, on affiche la carte en période courante et en période projetée, les 2 cartes, on affiche. Et après, troisième partie, on présente maintenant les résultats. Par période, situation courante, on présente. Situation projetée, on présente également les résultats. Et après, on fait un tableau synthèse. Là, vous avez, comme je l'ai dit, que l'estimation des populations se fait dans chaque phase. Ce tableau vous donne, au niveau de chaque département, au niveau de la première globale des départements, la population totale de chaque département, et vous avez les 5 phases. Et quel est le nombre de personnes qu'on retrouve dans chaque département et dans chaque phase. Vous avez ça. Il faut dire que ce tableau a été consolidé. C'est un tableau plus grand que ça qui présente les résultats par commune. Donc, c'est dans chaque commune, on a la population qui est identifiée dans chaque phase. Mais pour les besoins de synthèse,
on fait la synthèse et puis on met ça par département, qu'on présente dans la fiche de communication. Et en rouge, dans la dernière colonne en rouge, c'est les populations qu'il faut assister. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, en rouge, c'est le nombre de populations qu'il faut assister. Donc, pour cette période courante de mars à mai, c'est 1 225 000, tel que je disais tantôt. Donc, c'est ces personnes-là qu'il faut assister pendant cette période-là. Et courante, pour la période politique, vous avez le même tableau avec le nombre de personnes en insécurité alimentaire, phase 3, phase 5, chaque fois que c'est là. Et enfin, vous avez la méthodologie et la difficulté de l'analyse qui sont retracées dans cette partie au niveau de la fiche de communication. Vous avez ici, ça c'est un calendrier saisonnier. Bon, ça c'est un calendrier qui a été élaboré quand on faisait l'étude, on établissait le profil de référence des zones de moyenne d'existence. Bon, normalement, ces calendriers ne changent pas trop, mais normalement, tous les 5 ans, on doit pouvoir actualiser le calendrier saisonnier au niveau de ces zones de moyenne d'existence. Et nous finissons par les recommandations à l'endroit de détail, à l'endroit de sites également, et les contacts. Donc, voilà un peu la fiche de communication, comment ça se présente. Je vais vous présenter rapidement la fiche décideur dont je parlais tantôt. La fiche décideur. Voilà comment ça se présente. La fiche décideur, comme je l'ai dit, c'est adressé aux autorités. Cette fiche n'est pas accessible à tout le monde, c'est adressé aux autorités. Donc, c'est de façon simple, de façon concise, on présente la fiche avec les populations en insécurité alimentaire pour les 2 phases. Et on retrace maintenant les communes les plus affectées. Donc ici, on a retracé les communes les plus affectées, aussi bien en situation courante qu'en situation projetée. Ce qui permet à l'autorité d'avoir une vue globale de ces communes-là et un zoom sur ces communes qui sont les plus affectées. Ensuite, il y a les faits saillants qu'on présente, c'est-à-dire quelles sont les conditions dans lesquelles l'analyse a été déroulée. Généralement, c'est les résultats de la campagne qu'on présente dans la matière de production. Après, on affiche la carte pour permettre à l'autorité de voir quelle est la physionomie du pays et quelles sont les communes. Là, ça lui permet de voir directement les communes qui sont dans des situations difficiles. Et après, on fait un résumé de la situation, on présente les résultats en situation courante et projetée, mais sous forme de résumé. On n'écrit pas beaucoup, on donne les principaux chiffres, c'est ça qu'on fait. Et on explique un peu pourquoi la situation d'insécurité alimentaire au niveau de ces communes-là. Donc, on essaie de dire un peu quelles sont ces causes. Ici, par exemple, on dit que c'est les déficits de production, que c'est la récurrence des événements tels que les inondations, la sécheresse, ainsi que le niveau élevé des prix, ainsi de suite, pour informer l'autorité des facteurs qui expliquent ces résultats. Et après, on prend les recommandations telles que ça a été fait, puis on finit par la partie de méthodologie. Donc, là, vous allez voir que la fiche décideur, c'est 2 pages. Or, la fiche de communication, c'est 4 pages. Donc, c'est un peu plus succinct, la fiche de décideur. Donc, voilà, chers partenaires, ce que, disons, la quintessence de ce que j'ai retenu pour partager avec vous. Des questions, des questions pourraient permettre peut-être d'approfondir certains aspects, puisque on ne pourra pas tout faire en si peu de temps. Merci beaucoup. Allô? Allô? Wow. Allô? Allô? Allô, Monsieur Guy. Ah. Allô? Oui, allô? Oui, je pensais que j'étais seul. Non, nous sommes tous avec vous. Certainement OK, que d'accord. en même temps, j'avais coupé le micro à tout le monde. Quelqu'un dit nos micros sont bloqués. Oui, oui, oui. Je veux remettre ça maintenant. OK.
Voilà, c'est fait maintenant. OK. Merci infiniment, mon cher ami, mon cher frère Dominique, pour cette excellente communication. Je croyais que je connaissais quelque chose en caramonisé. Je me rends compte que je dois encore revenir à ton école. Donc, ça, c'est que tu es un nouveau disciple. Merci infiniment. Merci pour la flexibilité. On aurait pu écouter aussi le professeur Évariste Gounou, mais je sais que il est pris dans ses nouvelles fonctions à Abomey, parce que cette négociation a commencé avec lui au moment où juste on l'a nommé. Et pourtant, le dossier a continué jusqu'au bout, surtout quand on a pu saisir le ministre pour solliciter la participation du CT-SATSA. Merci infiniment pour ton application et pour cette très belle présentation. Je crois que j'ai essayé de prendre des notes. J'ai pu la résumer en 13 points. Le premier point, c'est la parfaite présentation de la structure de CT-SATSA. Parce que quand je viens souvent à quoi, je vois juste mes amis, je ne sais pas qu'elle est aussi étendue. Je vais vraiment passer en détail. Et aussi le montage institutionnel du système d'alerte précoce. Et c'est très bien de le détailler ainsi parce que le 8 prochain, le 8 juin, on aura une présentation de l'NPC qui va également nous présenter côté protection civile. Donc là, on est bien servi côté alerte précoce, sécurité alimentaire. Ça fait un bon complément à ce qu'on va avoir dans 2 semaines. Troisième point, c'est vraiment le cycle d'analyse et les étapes. Je crois que c'est assez clair maintenant. Les gens vont comprendre que quand on voit une carte, il y a des étapes rigoureuses qui sont suivies et les structures qui participent ne viennent pas par hasard. Et surtout, les opportunités de financement qui se posent. Parce que les bailleurs aujourd'hui sont très, très regardants sur les sites des partenaires qui font ce genre de méta-analyse. Que ce soit l'IPC, que ce soit le cadre harmonisé, que ce soit la GVSAN. Aujourd'hui, quand on va déposer une requête sur un bailleur, il va d'abord sur le site des structures qui peuvent fournir ces cartes-là pour voir si vraiment là, vous voulez intervenir en besoin. Et à quelle période est-ce qu'il faut aussi positionner ces requêtes. Donc, ce quatrième point-là est très important pour les OSC. Malheureusement, ils ne sont pas nombreuses, mais on a une vingtaine qui sont connectés. Au moins, ils savent déjà comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le cadre harmonisé comme outil de plaidoyer, comme outil d'argumentation aussi de financement et de positionnement aussi pour la cartographie. Le phasage du CH, c'est très bien pour que les gens comprennent que quand on voit le rouge, le jaune ou le vert, on comprend maintenant la symbolique de ces couleurs-là, que cela reflète l'état de la situation alimentaire dans une zone sur la base de ce qui a été utilisé comme matériau. Et également, j'ai beaucoup aimé les 4 fonctions, parce qu'il y a la fonction qui est fondamentale, la première, le consensus. Il faut s'assurer que la matrice que tu as présentée, toutes les sensibilités y sont présentes et toutes les spécialités aussi. Les protocoles spéciaux, pour qu'on n'oublie pas les situations atypiques, comme on connaît, telles que tu les as citées, les déplacés, les cas des révolutions qui se réveillent par-ci, par-là. Les preuves directes et les preuves indirectes. Et ça, c'est le 8e point que j'ai pu résumer pour que les gens comprennent que lorsqu'on doit alimenter le cadre harmonisé, c'est aussi l'un des buts de cette session, c'est de mobiliser les OSC pour fournir à la CT-SATSA les preuves afin que les analyses soient valides. Donc, on n'utilise pas n'importe quelle preuve et il faut calculer les indicateurs tels que l'orthodoxie le recommande au niveau mondial. Les résultats préliminaires, les résultats secondaires, à savoir, quand on dit cadre harmonisé, on a des résultats primaires spécifiques, des résultats secondaires qui peuvent être ajoutés. Donc, on n'ajoute pas, comme on dit souvent, des brindilles à la canne à sucre pour dire qu'on peut construire une maison. C'est qu'il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux et spécifiques qui sont recommandés. Sans oublier les facteurs contributifs qui viennent souvent argumenter, qui permet de soutenir les conclusions qu'on s'apprête à tirer en utilisant les preuves directes et les preuves indirectes. Les résultats des cadres harmonisés, c'est vrai, tu as dit que ça ne te plaît pas, mais tu as bien conclu en disant que c'est la réalité. On doit s'y mettre, on doit s'y conformer. Parce que si on dormait sur le laurier, on doit comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Il faut qu'on se serre les coudes pour être plus solidaire, pour être beaucoup plus proactif, construire des consortiums afin d'aller à la recherche de financement et surtout d'intervenir même s'il n'y a pas de financement. La fiche de communication
enfin, de la population lambda. Au passage, je signale qu'elle a été partagée dans les différents forats où le vie en harmonie avec la nature est impliqué. On va également la partager largement au niveau de l'OSC. On voulait que cette présentation-là ait d'abord lieu avant qu'on la dissémine au niveau des pôles thématiques de la maison associée civile. Et la fiche des décideurs, celle qui est justement affichée, elle est vraiment synthétique. Je crois qu'avec cette fiche, 1,5 pages, le décideur facilement, il va décider de prendre action ou de ne pas prendre action. Mais forcément, il va prendre action parce que lorsqu'on sait la situation qu'on avait il y a 10 ans et qu'on voit qu'il y a plus d'une dizaine de communes qui sont en phase 3, il y a de quoi se mouvoir, ne pas croiser les bras. Merci infiniment, mon cher ami, mon cher frère Dominique. On va ouvrir un premier rang de questions. Donc, pour les interventions, soyez vraiment brefs. Vous avez Dominique, il a beaucoup parlé. Il faut qu'on lui donne le temps de se reposer, surtout qu'on lui a piqué sa pause. Donc, il faut qu'on essaie d'absorber le minimum d'énergie qui lui reste encore, mais que cela soit bénéfique pour tout le monde. Vous pouvez lever juste la main, vous intervenez. On ne va pas faire une liste. Donc, on va prendre les questions. Dès qu'on atteint 5 personnes, il va regrouper les réponses. On va encore offrir un second round. Donc, premier round. Questions, commentaires, à vous. Monsieur Niquez, baissez la main et maintenant vous intervenez. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais être bref et rapide. C'est par rapport aux résultats, la publication des résultats, la dissémination des résultats. C'est vrai que en fin de compte, on ne nous a pas présenté par commune. Or, la plupart des interventions en sécurité, de lutte contre la sécurité alimentaire maintenant, c'est par commune. Je voudrais savoir si, Dominique, que je salue au passage, peut nous dire qui est-ce qu'il y a une dissémination au niveau des communes, parce que nos autorités communales reçoivent tout ce qu'il y a comme partenaires qui viennent pouvoir intervenir, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas si tant la situation de leur propre commune pour pouvoir opiner ou même réorienter ces interventions-là. Voilà ma première question. Ma deuxième question, je ne sais pas s'il y a un cadre qui permet, j'ai compris que beaucoup de personnes interviennent dans le cadre harmonisé, mais est-ce qu'il y a une forme de décentralisation pour permettre à tous ceux qui ont comme ONG qui interviennent de donner les rapports, quitte à ce que ceux-là reversent ça au cadre harmonisé? Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Suivant. Vous pouvez couper le micro, Niquez. Voilà. Suivant. Il n'y a plus de main levée. Je ne vois aucune main levée. Bon, je ne vois pas de main levée. OK. Apparemment, c'est le seul intervenant. OK, vas-y, Dominique. Merci beaucoup, M. Guy. Merci beaucoup, chers collègues, chers frères Niquez, que j'ai vu maintenant il y a très longtemps. C'est un plaisir de t'écouter également. Par rapport à la première question, oui, je l'ai dit, les résultats sont disponibles par commune, puisque l'unité d'analyse du cadre harmonisé pour le Bénin, c'est la commune. Donc, toutes les analyses, en tout cas, tous les indicateurs sont calculés par commune et l'analyse se fait au niveau de la commune. Donc, à la fin du processus, on arrive à estimer des populations par commune. Donc, le tableau qui présente tous ces résultats par commune existe. Peut-être que je pourrais partager ça avec vous après. Donc, vous pouvez utiliser ce tableau-là et vous allez voir au niveau des communes qui vous concernent, mais qui vous intéressent, quel est le nombre de personnes qui se retrouvent dans chaque phase. Donc, dans les 5 phases, vous avez les populations qui ont été classées. Et à la fin, on fait la somme des populations classées en phase 3 à 5. C'est là qu'il faut expliquer aux autorités communales que ce sont les populations en phase 3 à 5. C'est surtout sur ces populations qu'il faut se concentrer d'abord. C'est ces populations qui nécessitent des appuis d'urgence.
Les autres, il faut les renforcer pour pouvoir leur permettre d'être plus résilients. Mais de la phase 3 à la phase 5, comme je l'ai dit, c'est des actions immédiates qu'il faut mettre en œuvre. Donc, ce tableau existe. Je pourrais toujours le partager avec vous après. Alors, est-ce que le CH est décentralisé? Ça, c'est une très bonne question. Nous avons mené beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et malheureusement, ce n'est pas encore une réalité au Bénin parce que pour décentraliser le CH, vous avez besoin de ressources. Je vous explique un peu que pour l'analyse, non seulement vous avez besoin des indicateurs par commune, mais pour conduire l'analyse elle-même, vous avez besoin d'un minimum de participants. Le tableau là, que j'ai présenté tout à l'heure et qui fait l'inventaire, disons, des acteurs qui devraient intervenir pour analyser la situation, au niveau du département, vous devrez normalement avoir un représentant de ces structures-là pour pouvoir conduire l'analyse. Pour le moment, on n'a pas encore les ressources pour le faire. Deuxième chose, l'analyse, elle-même, doit être facilitée par un coach, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît. Donc, si vous imaginez, on doit déployer l'analyse à la même période dans nos départements ou bien dans nos communes, on aura besoin de combien de coachs? Pour le niveau national, la cellule nationale du cadre harmonisé bénéficie de l'appui de la région. Il y a un ou bien deux coachs au niveau de la région qui viennent dans le pays et qui assistent les experts nationaux que nous sommes pour pouvoir faire l'analyse. Est-ce qu'au niveau de la région, on peut envoyer des coachs au niveau de dans nos départements et combien? Ce n'est pas évident. Cependant, ce qu'on peut faire et qui se fait dans d'autres pays, je connais bien l'exemple du Sénégal, ils ont décentralisé le CH comment? Ils disent que, comme nous n'avons pas de ressources pour pouvoir mobiliser du monde pour faire l'analyse de façon complète, toute l'analyse, alors nous allons analyser ce que nous appelons les facteurs contributifs, c'est-à-dire les indicateurs liés aux dimensions, aux 4 piliers de la sécurité alimentaire et aux dangers de vulnérabilité, qui sont des indicateurs qui influencent, disons, les résultats que j'ai présentés, les indicateurs de résultats, et qui permettent de faire la classification finale. Ils disent que nous, puisque le tout se fait au niveau communal, nous allons collecter les données concernant nos communes. Puisque nous sommes déjà sur place, nous allons inviter, disons, les sectoriels qui sont représentés dans la commune. Et puisque c'est les données de la commune, nous pouvons les analyser. Ce n'est pas des données d'enquête, je l'ai dit, des facteurs contributifs. C'est des rapports d'enquête, c'est des rapports de suivi, c'est ça. Nous allons les analyser nous-mêmes et dire, bon, ce que toi tu as fourni, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, on peut vérifier sur place. On peut aller à côté, on peut aller demander qui a collecté, ou bien on peut aller sur le terrain immédiatement vérifier. Ça, c'est chose vérifiable. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'on peut essayer de faire chez nous, c'est-à-dire décentraliser en analysant d'abord les facteurs contributifs qui prennent du temps. Quand vous serez invité pour faire l'analyse des facteurs contributifs, ça prend énormément de temps. Donc, ils arrivent à le faire au niveau de chez eux, l'unité, en tout cas, le plus petit, c'est le département. Ils arrivent à le faire au niveau du département. Et après, les résultats qu'ils obtiennent, ils envoient ça au niveau national. Donc, l'analyse est conduite dans un second temps au niveau national où on a déjà les facteurs contributifs qui sont déjà analysés. Donc, tout ce que la cellule nationale d'analyse du cadre se réunit pour faire, c'est d'analyser les résultats, c'est-à-dire les indicateurs qui sont issus des enquêtes. Donc, c'est ça que la cellule organise puis analyse. Et maintenant, ajoute l'analyse que les autres ont déjà fait au niveau des autres, au niveau des départements, et passe maintenant à la classification de chaque département et estime les populations. Donc, voilà un peu ce qu'ils font et je crois que c'est un exemple que nous devons copier et suivre ça, arriver à faire au moins les facteurs contrôlés au niveau de notre département, au niveau de nos communes, nous chez les communes. Et si on arrive à le faire, la télé, même au niveau national, ira bien vite, puisqu'on aurait déjà analysé les facteurs contrôlés au niveau des 77 communes. On n'aura qu'à analyser les indicateurs de résultats et puis faire le phasage de chaque commune et puis estimer les populations. Je crois que c'est un défi que nous devons relever et par la grâce de Dieu, avec
votre concours. C'est pourquoi ce masterclass, ça me plaît beaucoup. Ça nous permettrait d'avoir la contribution de tout un chacun de vous pour pouvoir non seulement faire des enquêtes, mais aussi organiser des ateliers de cadre harmonisé, décentralisé et aussi au niveau national. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse par rapport à votre préoccupation. Oh, OK, merci infiniment, Dominique. Je voudrais vraiment prier tous ceux qui sont connectés de bien vouloir souvent écrire en entier leur nom dans l'identifiant. Ça me permet de savoir qui est connecté. Vu qu'il n'y a pas d'autres mains levées, je vais quand même lever une main qui est très discrète et qui ne saurait finir ce masterclass sans dire un mot. Je veux nommer Dr Colette Azandjeme, qui nous a pris en cours de route, mais j'espère que le peu qu'elle a pu suivre rentre vraiment en ligne directe, en étroite vraiment convergence avec les débats qu'on a souvent eus, elle et moi, en ce qui concerne la recherche et l'enseignement pour la nutrition et surtout l'insécurité alimentaire. Donc, docteur Colette Azandjeme, si vous pouvez dire un mot avant qu'on ne conclue la séance. Et au passage, la réunion qu'on aura avec le directeur de l'IRSP le 14, ce sujet du carbonisé devrait faire partie de notre ordre du jour. Donc, je crois que vous avez une idée de ce dont on aura à discuter le 14, tel que c'est convenu à l'IRSP. Alors, docteur, dites-nous un mot et comme ça, on va conclure. Docteur Azandjeme? Apparemment, elle n'est pas à côté de sa machine. OK. Apparemment, elle n'est pas à côté de la machine. En tout cas, on a un rendez-vous avec le directeur de l'IRSP le 14 juin. On devrait discuter justement des deux points que tu as évoqués, Dominique, au niveau des besoins. Parce que, comme je l'avais dit, nous, on veut se concentrer au niveau de la commune de Bopa, pardon. Donc, on verra avec l'IRSP et d'autres partenaires comme l'Université nationale d'agronomie de Kétou, comme la FSA, d'Abomey-Calavi, comment est-ce qu'on peut réunir les forces afin de générer le maximum d'indicateurs, au moins une fois tous les semestres, et pour alimenter la base de données au niveau de la nutrition et la sécurité alimentaire. Donc, voilà un peu dévoiler en partie certains éléments d'action qu'on a essayé de prendre après l'analyse du cadre harmonisé de mars. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais humblement demander à... Oui, monsieur. Allô? Oui, Dominique, si tu peux dire encore... Une question dans le chat. J'ai vu une question dans le chat. Allô? Ah, d'accord. Oui. J'ai vu une question dans le chat, là. Il y a quelqu'un qui demandait, je crois que Taria Fanou, quelle institution s'occupe de la mise en place du CH au Bénin? Bon, je peux comprendre par là quelle structure, disons, implémente l'outil au Bénin. C'est comme ça que je comprends la question. Oui. Il faut dire que c'est la cellule, c'est la CT-SACSA, la cellule en charge de la sécurité alimentaire qui assure la mise en œuvre du CH au Bénin. Mais pour y arriver, la cellule a mis en place, tel que la méthodologie l'a recommandé, ce que nous appelons la cellule nationale d'analyse du cadre harmonisé. C'est une cellule qui est composée des ministères sectoriels qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire, des ONG, non, des OSC en général, et des bailleurs de fonds, des PTF, bref, tout un conglomérat de structures qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, c'est cette cellule nationale du cadre harmonisé qui, disons, fait l'analyse sous la coordination de la CT-SACSA de la cellule. Donc, c'est la cellule qui coordonne ça et qui publie les résultats. Donc, voilà la réponse que je peux apporter par rapport à la structure qui implémente l'outil cadre harmonisé au Bénin. Merci. OK. Bon, je propose en même temps que si tu as un dernier mot qui t'est venu en tête, tu peux le dire. Comme ça, après, on va donner la parole à la ressource civile pour conclure. D'accord.
le temps est un peu avancé. Si tu as quelques mots encore, tu vas ajouter à la présentation. À toi, Dominique. Ouais, merci beaucoup, M. Guy. Et il y a des choses que je voudrais dire avant de remercier, disons, toute l'assistance. Les résultats du cadre harmonisé, c'est vrai, personne n'a posé la question. Normalement, on a dit il faut, quand les populations sont identifiées en phase 3 à 5, il faut aller les assister. Mais comment nous faisons pour les assister? Il y a ce que nous appelons le ciblage des populations et qui doivent bénéficier de cette assistance. Pour le moment, nous avons encore du chemin à faire par rapport à ça. Pour le moment, ni la CT-SACSA ni la cellule nationale du cadre harmonisé n'arrivent à faire le ciblage des personnes. C'est-à-dire, je donne l'exemple, dans la commune de Bopa, nous avons identifié 1000 personnes en insécurité alimentaire, phase 3 à 5. Mais qui sont ces personnes-là? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jacob? On ne sait pas. Donc, c'est également l'une des faiblesses que nous avons pour dire, bon, nous avons peut-être mobilisé des ressources, mais on va sur le terrain, à qui il faut s'adresser, à qui il faut donner ça. Donc, la question de ciblage se pose aussi avec nous. Donc, au cours de peut-être de nos prochaines rencontres, nous allons peut-être discuter de ces aspects-là pour voir comment nous allons arriver à faire le ciblage de ces populations afin que les actions qui sont prévues aillent directement à ces populations. Je finirai en remerciant tous les participants, tous ceux qui ont bien voulu écouter, disons, cette communication. Et ce n'est que la première. Ce n'est que la première. On va peut-être, avec le temps, organiser d'autres séances, cette fois-ci de façon plus détaillée, ou bien faire des sessions carrément pour aller pas à pas pour que l'outil puisse être bien compris. Parce que je me rends compte que le CH, moi-même, quand j'ai suivi ça pendant une semaine la première fois, je n'ai pas retenu grand-chose. Il faut suivre le CH 3, 4 fois au moins avant de pouvoir retenir la substance. C'est un outil complexe et simple à la fois. Donc, on ne peut pas en 2 heures dire qu'on a maîtrisé, mais qu'on a compris beaucoup de choses. Les prochaines étapes nous permettront d'approfondir certains aspects et certainement d'affermir cette collaboration que nous avons avec les OSC. Merci beaucoup, M. Guy, pour cette initiative et merci à tous les collègues qui ont préparé, disons, à ce webinaire. Merci. Merci infiniment. Tout le mérite vous revient. Nous ne sommes que vos humbles serviteurs. Et comme tu l'as dit, ça, ce n'est qu'un début. Et c'est quand même un projet. On voulait tenter ceci cette année. Comme on avait convenu, en décembre, on va s'asseoir avec tous ceux qui ont intervenu pour évaluer l'impact direct et voir comment on peut approcher les différents sujets les prochaines années. Donc, Inch'Allah, oui. Oui, je veux juste rappeler qu'après toutes ces connaissances reçues, le lien pour le post-test est lancé dans le chat. Ah oui, oui. Merci, merci. Heureusement que tu es toujours là. Donc, vous voulez bien commencer à remplir le post-test parce qu'on est pratiquement à la fin. C'est juste les 5 questions. Hein. Ces 5 questions, répondez-y, s'il vous plaît. Ça nous permet de voir qu'est-ce que tout ce capital de savoir-là a apporté face à votre sacrifice que vous avez consenti en vous connectant aujourd'hui. Donc, veuillez faire le post-test. Donc, comme je le disais, on va continuer la réflexion. Merci infiniment, Dominique. Transmets nos remerciements sincères au docteur Évariste Gounou, qui est certainement très occupé. Sinon, il aurait pu prendre au moins 5 minutes pour intervenir. Merci au professeur Assam Monique, qui nous a suivi de bout en bout. Merci au professeur Sanjeme, qui a suivi également cette communication. Et tous ceux qui sont connectés, dont j'oublie les noms, je serai cité ici. Je sais qu'on vous a pris au moins 2 heures de temps. Je vous propose de vous convier à vos activités professionnelles traditionnelles et on se donne rendez-vous à la même heure, 12h30, le 8 juin. Et là, on va parler de la protection civile avec l'ANPC du Bénin. Donc, de grâce, ne vous déconnectez pas, restez connectés. Je vais passer le mot, comme on dit, le mot du berger à la bergère. Comme c'est l'OSC, la maison civile qui a ouvert, c'est elle qui va encore clôturer
Donc, j'ai l'impression que le directeur est toujours pris. Donc, Mathias, tu voudras bien clôturer la séance, s'il te plaît, si le directeur n'est toujours pas disponible. À toi. Mathias? Mathias? Voilà. Allô, Mathias? Bon, mais elle n'est pas à côté. Allô, Mathias? J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Bon, je ne vois Allô, pas monsieur le directeur. Oui. Donc, je te sollicitais, je ne vois pas Armand connecté. Donc, si tu peux conclure et clôturer la séance, s'il te plaît, voilà, au nom du directeur. Oui. Et désolé, le directeur a voulu lui-même ouvrir la séance et la clôturer, mais actuellement, il est en train de se connecter, ça ne prend pas. Mais il ne voudrait pas il ne voudrait pas vous retenir davantage à cause de cela. Je voudrais vous porter toute sa gratitude, toute sa joie de voir cette session se dérouler et de voir toutes les personnalités qui ont trouvé un intérêt à cette formation. Il est bien content. Comme M. Guy l'a dit, c'est un processus pour renforcer nos capacités, pour apporter la contribution des organisations de la société civile pour le développement du pays. Et je voudrais que nous prenions rendez-vous le 8 juin tel que le docteur l'a dit pour continuer le mouvement. Merci beaucoup. OK, merci. OK, donc, de grâce, ne vous déconnectez pas sans faire le post-test. Nous, on va le récupérer de l'autre côté de la vitre et ça nous permettra de fournir le résultat à Dominique. Donc, merci infiniment, Dominique, et bon après-midi. Salut, Gildas. Okay. Salut, Ghislain, toute l'équipe, Évariste. On est en famille. OK. Merci beaucoup et à bientôt. Oui. À bientôt, oui.